1945, l'Europe n'est qu'un champ de ruines fumantes, des villes entières rasées, des dizaines de millions de morts, des économies anéanties, le continent est à genoux, hanté par la faim et le désespoir. C'est dans ce décor apocalyptique qu'une offre va être faite, une offre de 13 milliards de dollars, l'équivalent de 177 milliards aujourd'hui, présentée comme le plus grand acte de générosité de l'histoire humaine. Mais était-ce vraiment de la charité ou était-ce le prix d'achat d'un continent? L'investissement le plus audacieux et le plus rentable jamais réalisé. L'histoire que l'on ne vous a jamais racontée sur le plan Marshall n'est pas une histoire de reconstruction. C'est l'histoire d'une prise de contrôle. Pour comprendre l'audace du plan de Marshall, il faut comprendre la peur qui régnait à Washington. Deux fantômes hantant la Maison-Blanche. Le premier était économique. L'Amérique sortait de la guerre avec une industrie surpuissante. Elle produisait la moitié des biens manufacturés du monde, mais pour continuer à tourner, cette machine avait besoin de clients. Et son plus grand client, l'Europe, était en faillite. Sans un marché européen solvable, la menace d'une nouvelle grande dépression planait sur l'Amérique. Le second fantôme était politique et il était rouge. De l'Est, l'ombre de l'Union soviétique de Staline s'étendait. La misère en France, en Italie, en Grèce, créait un terreau fertile pour les partis communistes. Pour Washington, le choix était simple, reconstruire l'Europe à son image ou la regarder tomber dans les bras de Moscou. Le temps pressait, la guerre n'était pas terminée, elle avait juste changé de nature. Le décor était planté. L'Europe occidentale était un patient en état de mort clinique. La production industrielle était à la moitié de son niveau d'avant-guerre. L'agriculture était dévastée, menant à des hivers de famine comme celui de 1947. Les nations étaient en prise dans un cercle vicieux. Elles ne pouvaient pas produire pour exporter, et sans exportation, elles ne pouvaient pas importer les matières premières et les machines nécessaires pour reconstruire. C'est ce qu'on appelait le dollar gap, le manque critique de dollars américains, la seule monnaie alors capable de relancer la machine. Les caisses étaient vides, la Grande-Bretagne était au bord de la banqueroute, la France et l'Italie voyant les partis communistes remporter des succès électoraux alarmants. L'Europe n'était pas seulement en ruine, elle était à vendre au plus offrant, politiquement parlant. Face à ce vide, l'Amérique avait deux options, se replier sur elle-même, comme après la Première Guerre mondiale, ou prendre le contrôle. Le président Harry Truman, un homme pragmatique et farouchement anticommuniste, avait déjà fait son choix. En mars 1947, il annonce ce qui sera connu comme la doctrine Truman. Devant le Congrès, il déclare que les États-Unis soutiendront les peuples libres qui résistent aux tentatives d'assujettissement. Le premier chèque de 400 millions de dollars est signé pour la Grèce et la Turquie, deux pays où la guérilla communiste menaçait de prendre le pouvoir. Ce n'était plus de l'isolationnisme. C'était une déclaration de guerre économique. La doctrine Truman était le principe, le plan Marshall allait en être l'arme la plus puissante. Le 5 juin 1947, sur le campus de l'université Harvard, le secrétaire d'État George Marshall monte à la tribune. Son discours est court, dénué de toute rhétorique enflammée. Il ne parle pas de croisade contre le communisme. Il parle de logique, de faim, de désespoir. Il propose une aide américaine massive, mais à une condition cruciale. Ce n'est pas à l'Amérique de dicter un plan. Les pays européens doivent se mettre d'accord entre eux, présenter une demande unifiée et un plan de reconstruction commun. C'était un coup de génie politique. En apparence, une main tendue respectueuse de la souveraineté européenne. En réalité, une manœuvre pour forcer les nations européennes, historiquement rivales, à coopérer sous la houlette américaine. Il ne s'agissait pas d'une offre, mais d'un test. Un test de loyauté envers le nouveau bloc de l'Ouest. Le premier objectif, non déclaré mais absolument central, était de contenir le communisme. L'argent du plan Marshall était une arme politique redoutable. En France et en Italie, où les partis communistes étaient un des puissants et faisaient un partie des gouvernements de coalition, le message de Washington était clair. Pas un dollar ne sera versé tant que les communistes seront au pouvoir. La pression a fonctionné. En mai 1947, juste avant l'annonce officielle du plan, les ministres communistes sont exclus des gouvernements français et italiens. L'aide économique était conditionnée à un alignement politique total. C'était un chantage à l'échelle d'un continent. L'argent américain n'achetait pas seulement des tracteurs et de l'acier. Il achetait la loyauté politique et purgeait les gouvernements de toute influence jugée hostile à Washington. Le deuxième objectif était purement économique. Le plan Marshall a souvent été décrit comme un don, mais c'était avant tout le plus grand plan de relance de l'histoire, pour l'économie américaine. Les 13 milliards de dollars n'ont jamais vraiment quitté les États-Unis. Cet argent était versé sous forme de crédit aux gouvernements européens qui devaient ensuite l'utiliser pour acheter des biens et des services américains. Des céréales du Midwest, des machines de Detroit, du pétrole du Texas.
Pour chaque dollar donné à l'Europe, un dollar entrait dans les caisses d'une entreprise américaine. Le plan a ainsi permis d'éviter la surproduction et le chômage aux États-Unis, tout en créant une dépendance structurelle des économies européennes vis-à-vis des produits américains. C'était une boucle parfaite, un chef-d'œuvre de capitalisme d'État. Le mécanisme était d'une simplicité redoutable. Un gouvernement européen, disons la France, voulait reconstruire ses usines automobiles. Il faisait une demande à l'administration de coopération économique, l'agence américaine gérant le plan. Une fois la demande approuvée, l'agence ne transférait pas d'argent à Paris. Elle payait directement le fabricant de machines-outils américain à Cincinnati. Les machines étaient ensuite expédiées en France. Le gouvernement français, lui, devait verser l'équivalent en francs de la valeur de ces machines dans un fonds spécial appelé fonds de contrepartie. Cet argent local devait ensuite être utilisé pour des projets d'investissement approuvés par les Américains. Washington contrôlait donc non seulement ce que l'Europe achetait avec les dollars, mais aussi ce qu'elle faisait avec sa propre monnaie. Les conditions attachées au plan étaient la véritable clé de la prise de contrôle. Pour recevoir l'aide, les pays européens devaient s'engager à stabiliser leur monnaie, à équilibrer leur budget et surtout à lever les barrières commerciales entre eux et avec les États-Unis. C'était la fin du protectionnisme qui avait dominé l'entre-deux-guerres. L'Amérique imposait sa vision d'un monde ouvert au libre-échange, un monde parfaitement adapté à la puissance de son appareil productif. Elle forçait la création d'un grand marché européen unifié, bien avant que les Européens eux-mêmes n'envisagent une telle chose. Cette intégration économique, présentée comme un facteur de paix et de prospérité, était avant tout un moyen de rendre le continent plus perméable aux exportations et aux investissements américains. L'Union soviétique a immédiatement compris la nature du jeu. Molotov, le ministre des Affaires étrangères soviétique, a participé aux premières réunions à Paris, mais s'est rapidement retiré. Staline a qualifié le plan d'impérialisme du dollar et de tentative de créer un bloc militaire anti-soviétique. Il a vu que les conditions de transparence économique et de coopération étaient incompatibles avec le secret et le contrôle totalitaire du régime communiste. Moscou a donc non seulement refusé l'aide pour elle-même, mais a également forcé ses pays satellites d'Europe de l'Est, comme la Pologne et la Tchécoslovaquie qui étaient initialement intéressés, à la rejeter. Le plan Marshall n'a pas créé le rideau de fer, mais il l'a cimenté. La division de l'Europe en deux blocs hostiles devenait une réalité économique avant même de devenir pleinement militaire. Nulle part, l'impact du plan n'a été plus spectaculaire qu'en Allemagne de l'Ouest. L'ennemi d'hier allait devenir le pilier de la nouvelle Europe américaine. Les États-Unis ont compris qu'une Europe forte avait besoin d'un moteur industriel allemand. Contrairement aux Français, qui voulaient maintenir l'Allemagne faible, les Américains ont injecté plus d'1,5 milliard de dollars dans l'économie ouest-allemande. Cet argent, combiné à la réforme monétaire de 1948, a été l'étincelle qui a allumé le Wirtschaftswunder, le miracle économique allemand. En quelques années, l'Allemagne de l'Ouest est passée du statut de nation paria à celui de plus proche allié économique et de rempart contre le communisme. Le plan a acheté le pardon et transformé un ennemi vaincu en un atout stratégique majeur. En France, l'accueil du plan a été plus mitigé. Le pays était fier et la dépendance vis-à-vis de l'oncle Sam était difficile à accepter pour beaucoup, notamment les gaullistes et les communistes. Cependant, la réalité économique s'est imposée. La France a reçu près de 3 milliards de dollars qui ont été cruciaux pour la modernisation de ses industries clés comme l'acier, le charbon et l'électricité. Le plan Monet, le grand projet de reconstruction français, a été largement financé par les fonds de contrepartie du plan Marshall. Mais ce financement avait un coût politique. La France a dû renoncer à sa politique dure envers l'Allemagne et accepter sa réintégration dans l'économie européenne. L'aide américaine a forcé la main de Paris, initiant un rapprochement franco-allemand qui allait devenir le moteur de la future construction européenne. Le Royaume-Uni, bien que vainqueur de la guerre, était ruiné. Il a été le plus grand bénéficiaire du plan Marshall en termes de montant total, recevant plus de 3 milliards de dollars. Pourtant, l'aide a été une pilule amère à avaler. Elle a symbolisé la fin de l'Empire britannique et le passage de relais du pouvoir mondial à Washington. Les conditions américaines, notamment la fin du système de préférence impériale qui favorisait le commerce au sein du Commonwealth, ont forcé Londres à s'ouvrir et à lier son destin économique à celui des États-Unis. L'argent du plan Marshall a permis de maintenir le pays à flot. Mais il a aussi acté sa nouvelle position, celle d'un partenaire junior dans une alliance désormais dominée par l'Amérique. Le lion britannique apprenait à obéir à l'aigle américain. Pour que le plan soit accepté par un public américain méfiant et par des Européens fiers, une immense campagne de propagande a été lancée.
Des films, des documentaires radio, des expositions itinérantes ont sillonné l'Europe pour vanter les mérites de la générosité américaine. Un train spécial, le train de la reconnaissance, rempli de cadeaux des citoyens français, a même traversé les États-Unis en remerciement. Cette opération de communication visait à masquer la réalité géopolitique et économique derrière un voile d'humanisme. L'image de l'Amérique passant du statut de puissance militaire à celui de bienfaiteur mondial a été soigneusement construite. C'était la naissance du soft power, les sécuritaires américains, l'idée que l'influence culturelle et économique pouvait être aussi puissante que les porte-avions. Un des aspects les moins connus mais les plus importants du plan fut la création de l'Organisation européenne de coopération économique, l'OECE. Pour la première fois, 16 nations européennes étaient assises autour d'une même table, forcées de planifier ensemble leur avenir économique, de partager des informations et de coordonner leurs politiques. C'était une exigence américaine. Washington ne voulait pas traiter avec une multitude de petits pays, mais avec une entité européenne unifiée. L'OECE est l'ancêtre direct de l'OCDE et a posé les bases institutionnelles de ce qui deviendra plus tard la Communauté économique européenne, puis l'Union européenne. Ironiquement, le processus d'unification européenne, souvent présenté comme une initiative purement continentale, a été initié et fortement encouragé par les États-Unis pour servir leurs propres intérêts stratégiques. Derrière le miracle de la reconstruction se cachaient des coûts invisibles. La dépendance technologique envers les États-Unis s'est accrue. Les usines européennes ont été reconstruites avec des machines américaines selon des normes américaines. Les méthodes de management et de productivité américaines, comme le Fordisme, ont été importées en masse. Surtout, le plan a ouvert les portes de l'Europe à une vague d'investissements directs américains. Les multinationales comme Ford, General Motors ou IBM ont pu s'implanter sur le continent, bénéficiant d'un marché en pleine croissance et de barrières commerciales réduites. L'aide à la reconstruction a été le cheval de Troie qui a permis au capitalisme américain de conquérir le marché européen de l'intérieur, créant une relation économique asymétrique qui perdure encore aujourd'hui. L'influence n'était pas seulement économique, elle était aussi culturelle. Avec les dollars, les machines et les ingénieurs sont arrivés les jeans, le jazz, les films hollywoodiens et le Coca-Cola. Ce phénomène, parfois appelé avec mépris la coca-colonisation, représentait l'invasion du mode de vie américain. La culture de consommation, le marketing et la publicité ont commencé à remodeler les sociétés européennes. Cette hégémonie culturelle a renforcé l'hégémonie économique et politique. Rêver à l'américaine, c'était accepter le leadership américain. Le soft power était en marche, et il s'est avéré être un outil de domination bien plus subtil et efficace que la force brute. L'Europe ne se reconstruisait pas seulement, elle se transformait à l'image de son sauveur. Alors, qui a vraiment profité du plan de Marshall ? Les Européens, sans aucun doute, ont évité la famine et le chaos. Mais les grands gagnants furent les États-Unis. Leur produit national brut a bondi de près de 30% pendant la durée du plan. Leurs entreprises ont sécurisé un marché d'exportation vital. Mais le gain le plus important fut stratégique. Le plan a solidifié le dollar comme monnaie de réserve mondiale incontestée, puisque toutes les transactions majeures passaient par lui. Il a créé un bloc de nations capitalistes prospères et stables, solidement ancrées dans le camp américain. Il a transformé l'Europe de l'Ouest en un protectorat économique et un glacis protecteur contre l'Union soviétique. Pour un investissement de 13 milliards de dollars, les États-Unis ont acheté un demi-siècle de domination mondiale. Faut-il pour autant qualifier le plan de l'arnaque ? La réalité est nuancée. On ne peut nier les effets positifs. Des millions de vies ont été sauvées de la misère. La coopération européenne a été stimulée, rendant une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne presque impensable. Le plan a financé la reconstruction d'infrastructures vitales. Les partisans du plan soutiennent que les motivations américaines, même si elles étaient égoïstes, ont produit des résultats bénéfiques pour tout le monde. Ils affirment que l'alternative, une Europe sombrant dans le communisme ou le chaos, aurait été bien pire. Le plan Marshall n'était peut-être pas un acte de pure charité, mais un exemple rare où les intérêts stratégiques d'une superpuissance ont coïncidé avec les besoins urgents de millions de personnes. L'héritage à long terme du plan Marshall va bien au-delà de l'économie. Il a été le pendant économique de la création de l'OTAN en 1949. Les deux initiatives étaient les deux faces d'une même pièce, la stratégie d'endiguement. L'une liait l'Europe à l'Amérique par l'économie, l'autre par la défense. Les pays bénéficiant de l'aide américaine étaient naturellement enclins à rejoindre l'alliance militaire dirigée par Washington. Le plan a donc financé le réarmement de l'Europe occidentale face à la menace soviétique et a justifié la présence de centaines de milliers de soldats américains sur le sol européen pour des décennies.
La sécurité de l'Europe était désormais externalisée, confiée à la puissance américaine. Le prix de la reconstruction était aussi une perte de souveraineté stratégique. Le plan a officiellement pris fin en 1951 plutôt que prévu. La raison? La guerre de Corée. Le conflit en Asie a fait basculer les priorités américaines de la reconstruction économique vers le réarmement militaire massif. L'aide économique a été remplacée par une aide militaire directe, mais à ce moment-là, la mission du plan Marshall était déjà accomplie. La production industrielle européenne avait dépassé de 40% son niveau d'avant-guerre. Les partis communistes étaient marginalisés. Le marché européen était ouvert et intégré dans le système capitaliste mondial dirigé par les États-Unis. Le patient était non seulement sauvé, mais il était devenu un partenaire commercial loyal et un allié militaire dépendant. L'Europe était reconstruite et l'Europe était achetée. Le plan Marshall n'était pas simplement un programme d'aide du XXe siècle. C'était un plan directeur, un modèle montrant comment la puissance économique peut être utilisée comme l'arme géopolitique la plus efficace. Il a prouvé qu'il était plus rentable de financer des clients et des alliés que de conquérir des territoires. Ce modèle est-il mort? Loin de là. Regardez les nouvelles routes de la soie chinoise qui utilisent des prêts massifs et des projets d'infrastructures pour étendre l'influence de Pékin à travers l'Asie, l'Afrique et même l'Europe. Les acteurs ont changé, les méthodes se sont affinées, mais le principe reste le même. L'argent est le nerf de la guerre, mais aussi l'outil le plus subtil de l'empire. La question demeure donc pour nous aujourd'hui. L'aide économique est-elle toujours une forme de contrôle? Quel pays mène ce jeu aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires.